Bonjour tout le monde. Alors, comme promis la dernière fois, la dernière séance, aujourd'hui on va entamer le dernier chapitre du module qui est l'étude des vecteurs aléatoires, même si le plus souvent on va étudier des couples aléatoires pour des raisons d'écriture, c'est toujours plus facile, il y a moins d'indices à écrire. Donc, comme préambule, dans le cadre de l'introduction, c'est quel est donc le but recherché par une telle étude. Il faut savoir que ce chapitre représente le pendant théorique, c'est-à-dire la partie théorique qui correspond au chapitre pratique que nous avions fait en statistique et qui consistait en l'étude d'un couple de caractères aléatoires. Donc on va retrouver beaucoup d'outils mathématiques que nous avions introduits dans ce chapitre-là, et même certaines écritures. Alors, pour ce qui est de ce chapitre en statistique, je vous rappelle que l'intérêt de ce chapitre consistait à trouver un lien éventuel entre ces caractères. Et donc, cela passait par l'établissement d'une dépendance entre ces deux caractères aléatoires. C'est exactement ce qu'on va faire. Dans ce chapitre, on va essayer de mettre en exergue ou en évidence une dépendance éventuelle entre les différentes variables aléatoires qui composent ce vecteur aléatoire. On va bien entendu d'abord entamer ce travail par la définition d'outils qu'on va pouvoir utiliser et des notations. Bien entendu, ces outils en général sont inspirés des outils que nous avions déjà définis dans l'étude d'une variable aléatoire, mais il va falloir les adapter au contexte. Pourquoi? Parce qu'une variable aléatoire est définie sur R, alors qu'un vecteur aléatoire, lui, il est défini sur Rn. Comme R et Rn n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés topologiques, c'est-à-dire liées à l'espace, il va y avoir des différences. Et la plus grosse différence qu'il y a entre R et Rn, c'est le fait que quand on prend deux nombres de réels, il y en a toujours un qui est plus grand que l'autre. Et donc, R est muni d'une relation d'ordre total. Ça n'est pas le cas pour Rn. Et le meilleur exemple, on va le voir ici sur cette figure, où on s'est contenté de n égale 2, c'est-à-dire qu'on a pris un vecteur aléatoire composé de deux variables uniquement, x et y, et on a placé 3 points A, B, C. Alors on le voit bien que le point C est inférieur au point B. Pourquoi? Parce que son abscisse est inférieure, l'abscisse de C est inférieure à l'abscisse de B, et l'ordonnée de C est aussi inférieure à l'ordonnée de B. Donc on peut écrire que C est inférieur à B. Par contre, si on compare A et B, là nous avons un problème parce que l'abscisse de A est inférieure à l'abscisse de B, mais son ordonnée, celle de A, est supérieure à celle de B. Et partant, on ne peut pas dire lequel est le plus grand. Donc l'ordre qu'on vient de définir n'est pas total, il n'est que partiel. Et ça va engendrer, induire donc des différences, certaines différences entre les deux chapitres. Bien sûr, le point de départ, c'est toujours une expérience aléatoire. De cette expérience, comme on l'avait fait
dans le chapitre 1 de probabilité ont débouché sur un espace probabilisé, c'est-à-dire qu'on a oméga, A ronde qui est l'ensemble des événements, et puis une certaine probabilité P. Bon, alors comment on définit un vecteur aléatoire? De la même façon que pour une variable aléatoire. Je vous rappelle qu'une variable aléatoire, c'était une application qui allait de oméga dans R. Dans notre cas, un vecteur, l'ensemble image ne sera pas R, mais Rn. Ainsi, à tout élément de oméga, et qu'on note petit oméga, on lui associe son image par V, V de oméga, qui n'est rien d'autre que le point de Rn formé par les différentes images des variables aléatoires, les xi étant des variables aléatoires. Alors pour ce qui est des notations et des appellations, certains, et c'est ce que je ferai, j'en suis du nombre, je parlerai de vecteurs aléatoires. Dans d'autres ouvrages, vous trouverez une autre appellation. On parle à ce moment-là de V est une variable aléatoire de dimension n. On reprend là un outil, la dimension d'un espace, que vous avez fait en algèbre. Mais dans tous les cas, V sera noté VA, sauf la lecture sera différente. Au lieu de dire variable aléatoire, on dira vecteur aléatoire. Voilà donc pour la définition. On aborde maintenant certaines notations. C'est la notion d'événement. Alors, on prend un élément, un point de Rnx, ses composantes sont x1, xn, et on voudrait écrire l'événement V inférieur à x, un peu comme on avait écrit l'événement x inférieur à x. Alors cet événement, si on cherche le sens de l'événement, l'événement V inférieur ou égal à x, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement où x1 de oméga est inférieur à x1, intersection x2 de oméga inférieur à petit x2, intersection, etc., jusqu'à grand xn de oméga inférieur à xn. Vous voyez bien que cette écriture est trop lourde, et donc on a cherché, par le biais d'une notation, à essayer de l'alléger. Et on va utiliser la même technique que nous avions utilisée pour ce qui concernait une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'on a effacé tout ce qui nous reliait à l'expérience, c'est-à-dire on a effacé tout ce qui était oméga. Dans un premier temps, ensuite l'intersection a été remplacée par une virgule. Donc voilà la notation de l'événement en question. Mais il convient de faire une remarque importante. Quand on lit, on ne lit pas virgule, on lit intersection. Voilà comment on va lire V inférieur à x. C'est l'événement où grand x1 est inférieur à petit x1 et grand x2 inférieur à petit x2 et etc. jusqu'à grand xn inférieur à xn. Alors maintenant, il faut juste rappeler, comme on l'avait fait en statistique, que les variables aléatoires sont dites des variables, les xi, pardon, je parle des variables aléatoires xi qui composent le vecteur aléatoire, elles sont appelées variables aléatoires marginales. Voilà. Maintenant, le premier outil de probabilité et le plus important pour nous, c'est bien sûr la fonction de répartition. Nous savons qu'une variable aléatoire admet une fonction de répartition. Et là, il s'agit pour nous de définir ce que c'est que la fonction de répartition d'un vecteur aléatoire. On voit bien que tout comme dans le cas d'une variable aléatoire, la fonction de répartition, c'est une application notée fv. Et donc, on a sauvegardé la notation qu'on avait pour une variable aléatoire, qui est définie par f grand V en un petit v,
ça n'est rien d'autre que la probabilité que grand V soit inférieur à petit v étant un point de Rn. On vient donc d'utiliser la notation qu'on avait faite précédemment. Alors, cas particulier, pourquoi cas particulier? Parce que, je l'ai dit, on travaillera souvent avec un couple. Et alors, comment s'écrit cette fonction de répartition dans les cas d'un couple? Alors, on a pris un couple x, y, ça nous permet d'éviter donc les indices, et un petit v qui est sous la forme petit x, petit y. Et dans ce cas, la fonction de répartition du couple grand X, grand Y au point XY, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x et grand Y inférieur ou égal à petit y. Donc vous voyez qu'en fait, nous n'avons fait que généraliser la définition d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire. Maintenant, en ce qui concerne les propriétés, nous avons déjà vu qu'il y avait plusieurs propriétés valables pour une fonction de répartition d'une seule variable aléatoire. Qu'en est-il d'un vecteur? Est-ce que ce seront les mêmes propriétés? En fait, cela dépend. Il y a des propriétés qui vont être communes, c'est-à-dire qu'on va les garder, qui resteront valables que ce soit pour une variable ou pour un vecteur aléatoire. Il y a des propriétés qu'on va devoir réécrire, faire des petits changements, les adapter au cas vecteur aléatoire, et il y a des propriétés qui vont disparaître parce qu'elles n'auront plus leur sens. Alors la première propriété qui, elle, est sauvegardée, c'est le fait que la fonction de répartition est toujours comprise entre 0 et 1. Bon, la raison, c'est que, bien entendu, dans tous les cas, la fonction de répartition, c'est une probabilité. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun changement. La deuxième propriété, c'est la non-décroissance, c'est-à-dire la croissance. Mais pas tout à fait dans le même sens, parce que rappelez-vous, là, il faut une croissance par rapport à x et par rapport à y, pour qu'elle reste croissante. C'est-à-dire que si x augmente et y diminue, on ne sait pas. Donc il y a des petites précautions à prendre. Il y a une propriété qui disparaît complètement, c'est la propriété de la continuité à droite. Pourquoi? Parce que dans R, on sait ce que c'est que la droite, c'est très précis, alors que dans Rn, parler de la droite d'un point dans Rn, c'est très vague. Voilà, c'est pour ça que je disais donc que les espaces étant différents, il va y avoir quelques différences. Les dernières propriétés qu'on connaît sur une fonction de répartition, c'est bien sûr les notions de limite. Nous savons qu'à l'infini, quand c'est moins l'infini, une fonction se rapproche de 0, et quand c'est plus l'infini, elle se rapproche de 1. Le problème que nous avons pour 0, c'est quand est-ce que cette limite-là est égale à 0? Est-ce quand un seul xi s'approche de moins l'infini, ou bien faut-il que ce soit tous les xi ensemble qui tendent vers moins l'infini? Ben, en fait, il n'en est rien. La fonction de répartition d'un vecteur aléatoire tendra vers 0 dès qu'une seule des composantes xi tend vers moins l'infini. Ce n'est pas nécessaire que les autres en fassent autant. Par contre, pour ce qui est de la limite qui est égale à 1, dans ce cas-là, c'est au contraire, il faut que tous les xi tendent vers plus l'infini. Voilà pour les propriétés. L'autre outil dont on aura besoin et qui est toujours important, parce qu'en fait c'est toujours la première étape quand on dispose d'une variable aléatoire ou d'un vecteur, c'est de déterminer le support. Alors là, la définition est exactement la même que dans le cas d'une variable aléatoire. Le support, ça n'est rien d'autre que l'ensemble des images de oméga par V. On devrait le noter V de oméga. Il se trouve que dans la majorité des ouvrages, vous le trouverez noté V ronde.
et donc c'est ainsi qu'on va le faire. Rappelez-vous toujours le même souci, c'est d'effacer la partie oméga, l'expérience. Donc V ronde est une partie de Rn, et là ce qu'il faut remarquer, c'est que les projections de V ronde sur les axes déterminent donc les supports des différentes variables aléatoires xi qui interviennent dans le vecteur V. Alors on donne un petit exemple sur R2 pour pouvoir imager ce qu'on vient de dire. Donc on a pris un repère avec deux variables, grand X, grand Y, on a tracé V ronde, cette partie-là, et pour trouver le support de X et de Y, bon, il suffit d'abaisser, donc de projeter cette partie V ronde sur les axes. Alors, quand je fais la projection sur X, j'obtiens un intervalle, et bien cet intervalle sera le support de X. De même, pour trouver le support de Y, il suffit de projeter cette partie V ronde sur l'axe des Y, et on obtient ainsi le support de Y. Voilà donc ce qu'on voulait dire par les projections. Alors maintenant, V ronde est un ensemble, est une partie de Rn, et cette partie se présente sous plusieurs formes. Et ça, c'était le point commun aussi pour une variable aléatoire. Le support d'une variable aléatoire se présentait aussi sous plusieurs formes. Alors, il y a le premier cas, c'est que si V ronde est un ensemble de points dénombrables, hein, je vous rappelle, dénombrables, ça veut dire qu'on peut les compter. Hein. Donc, dénombrable et dénombrable, ça veut dire que ça peut être fini comme ça peut être infini. Alors, dans ce cas-là, V est dit vecteur aléatoire discret, tout comme pour une variable aléatoire. Deuxième cas, si V ronde est une partie de Rn infinie non dénombrable, c'est-à-dire qu'elle contient un nombre infini de points, mais qu'on ne peut pas compter, dans ce cas, V est dit, est appelé vecteur aléatoire continu. Alors, arrivé à ce stade, notre étude va se partager en deux parties, comme on l'avait fait pour le cas d'une variable aléatoire. On va faire l'étude du cas discret à part et l'étude du cas continu à part, parce que les écritures, et maintenant vous le savez, ne sont pas les mêmes. Mais on va essayer de s'en tenir, bien sûr, au même plan de travail. D'un autre côté, l'idée, au départ en tout cas, c'est de faire le même plan d'étude que dans le cas d'une variable aléatoire. Et comme vous pouvez vous en douter, il y aura bien sûr des différences. Donc, paragraphe 2, étude du cas discret. Alors, je vous rappelle, le plan dans le cas d'une seule variable aléatoire, ça consistait d'abord à déterminer le support, ensuite la loi de probabilité, par la suite la fonction de répartition, et puis pour finir, le calcul de différents moments de cette variable aléatoire. Il est donc tout naturel qu'on commence par le support. Comment, dans ce cas-ci, le support va-t-il s'écrire? Nous sommes dans le cas discret, et donc le support est un ensemble non pas d'une valeur, comme dans le cas d'une variable, mais là c'est un couple. Donc c'est un ensemble de points de R2, puisqu'on est dans R2, XI, YJ, I
va parcourir une partie de n, parce que i peut être fini. Par contre, il peut aussi aller jusqu'à l'infini, et donc cette partie i va devenir n en entier. J, la même chose. Mais il convient de remarquer que i et j ne sont pas forcément les mêmes. Cela veut dire que i et j ne prennent pas forcément les mêmes valeurs, hein, du moins dans un cas général. Voilà donc pour ce qui est du support. Par la suite, la loi de probabilité. Sauf que là, c'est pas la loi de X, c'est pas la loi de Y, c'est la loi de probabilité du couple. Alors ça porte un nom, on l'appelle la loi conjointe de probabilité. Conjointe, ça veut dire commune. Donc c'est la loi commune des probabilités et qui est donnée par quoi? Pour une variable, la loi de probabilité, c'était la probabilité que grand X soit égal à xi. Dans le cas de deux variables aléatoires, la loi conjointe de probabilité, ça n'est rien d'autre que la probabilité que grand X soit égal à xi et grand Y soit égal à yj. Mais pour des commodités d'écriture, on a préféré la noter plutôt PIJ, ce qui nous rappelle les notations qu'on avait faites en statistique. Attention, il s'agit de déterminer PIJ, quelle que soit la valeur de I et quelle que soit la valeur de J. Alors, une propriété fondamentale de cette loi conjointe de probabilité, on se rappelle que dans le cas d'une variable aléatoire, la somme des probabilités devait faire 1. Seulement ici, nous n'avons pas un indice, mais on en a deux. Et donc, c'est plus la somme au sens d'un indice, mais les sommes. C'est donc la double somme par rapport à I, ensuite par rapport à J de PIJ, où on peut permuter les deux signes, c'est-à-dire faire la somme d'abord par rapport à I, ensuite par rapport à J, et ces doubles sommes sont égales à 1. En ce qui concerne les permutations des deux signes sommes, ça n'est pas vrai en mathématiques, pas toujours, qu'on puisse intervertir deux sommes. Ça n'est vrai que si les sommes sont finies. Alors ça, c'est un problème que nous n'aurons pas en probabilité, vu que les nombres, ces sommes-là sont toujours finies. En mathématiques, c'est pas le cas. Et donc, il ne faut pas le faire tout le temps. Voilà donc pour ce qui est de la probabilité conjointe. On avait dit que nous avions donc, on dispose donc de la loi conjointe de probabilité d'un couple, par exemple. La première idée qui vient à l'esprit, est-ce qu'on peut en déduire la loi de chaque variable aléatoire? Ces variables aléatoires, rappelez-vous, on les avait appelées des marginales de V. Eh bien, c'est possible. La loi de probabilité de X, c'est-à-dire P de grand X égale à XI, elle s'obtient en faisant la somme des PIJ par rapport à J. Et on la note PI point. Alors, une technique pour se rappeler, parce que très souvent, les étudiants se trompent, ne savent plus dans la somme, est-ce que c'est par rapport à I ou bien par rapport à J? C'est très simple, il faut regarder à gauche. Dans le terme de gauche, probabilité X égale à XI, on remarque qu'il n'y a pas de J. Conclusion, le J doit disparaître à droite. Et pour le faire disparaître, on fait la somme par rapport à J. Donc c'est PI point, ça aussi on l'avait déjà rencontré en cette notation-là en statistique. Bien entendu, c'est une loi de probabilité, donc la somme par rapport à I des PI points doit donner 1. Alors par symétrie, ce qu'on a fait pour X, on peut aussi bien le faire pour Y. La loi de probabilité de Y, c'est-à-dire
probabilité que grand Y soit égal à YJ, c'est encore une fois la somme des PJ, mais cette fois-ci, il convient de faire la somme par rapport au I, pour que justement le I disparaisse. Voilà pour les lois marginales. Une petite remarque, une fois qu'on a trouvé les lois marginales, on peut très bien déterminer l'espérance et la variance de chacune des variables aléatoires marginales, comme on le faisait en statistique. On aborde maintenant la fonction de répartition du couple. Tout à l'heure, nous avions donné la définition de la fonction de répartition du couple, mais une définition générale. Là maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être plus précis pour trouver la fonction de répartition d'un vecteur aléatoire, mais dans le cas discret. Donc on écrit d'abord la définition générale, à savoir que la fonction de répartition d'un couple grand X, Y, en un point petit x, petit y, ça n'est rien d'autre que la probabilité que grand X soit plus petit que X et, il ne faut pas oublier, et grand Y inférieur à Y. Alors, comment trouver cette probabilité? Alors, il faut savoir que ce genre de probabilité, on ne peut pas les calculer comme ça. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle un dessin. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, on a mis un repère, on a tracé l'axe des X et l'axe des Y, on a placé le support, c'est l'ensemble de ces points qui sont là. Voilà. Maintenant, si on regarde la probabilité elle-même, c'est la probabilité que X soit plus petit que petit x et Y plus petit que petit y. Ce qu'on remarque, on remarque que dans les crochets, il y a des inégalités. Quand il y a des inégalités, cela détermine une région. Et donc, nous avons à calculer la probabilité associée à une région parce qu'il y a des inégalités. Et pour pouvoir le faire, il faut d'abord trouver cette région. Or, une région, elle est toujours déterminée. Pour faire une région, pour la tracer, il faut connaître ses frontières. Et pour obtenir les frontières, c'est très simple. Les frontières, c'est les égalités à l'intérieur donc de cette région-là. Par exemple, dans notre cas, la région, c'est grand X plus petit que X et grand Y plus petit que Y. Là où les frontières, en fait, il y en a deux. La première, c'est grand X égale à X, on remplace par l'égalité. Et la deuxième frontière, c'est grand Y égale à Y. Donc, sur le repère, ce qu'on va faire, on va tracer ces frontières, c'est la première étape. On va d'abord tracer la frontière verticale qui est grand X égale à X, et on va tracer la frontière horizontale grand Y égale à petit y. Et la région, d'après ce qui est noté, la région dont on nous demande de trouver la probabilité, c'est la zone qui est assurée ici. Et donc, on va calculer la probabilité de cette région. Comme nous sommes dans le cas discret, la probabilité de la majorité des points de cette région est nulle, sauf en quelques points. Les points de V ronde qui se trouvent dans cette région. Et là, on trouve par exemple 5 points. Et donc, pour trouver cette probabilité, il va falloir faire la somme des probabilités sur chaque point. Mais ça, c'est un cas, c'est un exemple particulier. En règle générale, qu'est-ce que ce sera?
Ben, ce sera la double somme par rapport à I, par rapport à J, des probabilités des points de Véronde qui sont dans cette région-là. Alors, quels sont ces points? Ben, c'est pas tous les points. Sinon, la double somme ferait 1. En fait, c'est les points tels que xi reste inférieur à petit x et yj reste inférieur à y. Bien sûr, vous voyez tout de suite que c'est très fastidieux. Si on devait faire un exemple, ça ferait beaucoup de calculs. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le cas discret, rappelez-vous, la fonction de répartition n'est pas importante. Ça ne sert à rien de chercher la probabilité associée à une région. Pourquoi? Ben parce qu'on connaît exactement la probabilité associée à chaque point grâce à la loi conjointe de probabilité. C'était la même chose dans le cas d'une variable aléatoire discrète, et on avait remarqué qu'à ce moment-là, la fonction de répartition n'avait pas d'importance, et que la loi de probabilité suffisait tout simplement et largement. Alors maintenant, une petite remarque, c'est est-ce qu'on peut, à partir de la fonction de répartition d'un vecteur, en déduire la fonction de répartition des variables marginales? Ben oui, il suffit de faire tendre. Par exemple, si on cherche la fonction de répartition de grand X en un point X, ben il suffit de faire tendre la limite de la fonction de répartition xy obtenue en faisant tendre uniquement la limite par rapport à y. Et c'est normal, il faut que le y disparaisse. Bien sûr, ça c'est la formule pour la variable aléatoire x. Maintenant, si on désire chercher la fonction de répartition de la variable aléatoire y, ben, il suffit de faire tendre x vers plus l'infini. Hein. Ce qui est valable pour x est valable pour y. Voilà. Jusqu'à maintenant, notre étude suit le même plan, pratiquement, que dans le cas d'une variable aléatoire. Mais c'est là où ça va changer. Pourquoi? Ben parce que je vous rappelle qu'en statistique, quand on avait étudié deux caractères et qu'on cherchait à savoir, je vous rappelle, la dépendance, on avait eu l'idée de bloquer un caractère et regarder comment que l'autre évolue. Et on avait appelé cela la distribution conditionnelle. Et bien là aussi, on va faire la même chose. On va étudier une variable aléatoire et bloquer la seconde. Alors, on va donc étudier ce qu'on appelle les variables aléatoires conditionnelles. Alors, bien entendu, quand on en a deux, en l'occurrence x et y, on peut considérer deux familles de variables aléatoires. La première famille, c'est x conditionné par y égale à yj, parce que yj est une valeur possible de x, et on la note donc comme ceci. Et attention, c'est une famille, ça n'est pas une variable. Pourquoi? Parce que la variable, par exemple, la variable x conditionnée par y égale à y1 n'est pas la même que la variable aléatoire conditionnée x conditionnée par y égale à y3, par exemple. À chaque valeur de j, on va définir ainsi une nouvelle variable aléatoire. Ça, c'est pour x. Par symétrie, on peut faire le même travail et donc parler de la variable aléatoire y conditionnée par x égale à xi, c'est-à-dire que on fixe x et on laisse varier grand y. Bien entendu, nous venons de définir de nouvelles variables aléatoires et donc le réflexe qu'on doit avoir, c'est de chercher la loi de probabilité
conditionnelle, donc ou si vous préférez, la loi de probabilité de y conditionnée par x égale à xi. Alors ça se fait de la sorte, probabilité, je vous rappelle que la loi de probabilité d'une variable quelconque, par exemple z, et c'est toujours la probabilité que grand Z est égale à zk pour chaque valeur de cette variable. Et donc, on va écrire que ce sera la probabilité que grand Y conditionné par x égale à xi, il faut que ce soit égal à yj. Pourquoi yj? Parce que ce qui varie là-dedans, ça n'est pas grand X, mais grand Y. Et donc, on met les valeurs possibles de grand Y, et c'est yj. Alors, on réécrit les choses pour que ce soit plus simple pour nous. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité que grand Y soit égal à petit yj, conditionné par grand X égale à xi. Et ça, on sait ce que c'est une probabilité conditionnelle, c'est donc égal à la probabilité que x soit égal à xi et, autrement dit, inter, y égale à yj, que divise p de x égale à xi. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pij sur pi point. On peut mettre la notation suivante pour faire plus court. Alors, on l'a noté p.j i. Alors, il faut remarquer que ce qu'on a mis en indice en bas, c'est ce qui varie, et ce qu'on a mis le i en haut, c'est ce qui est constant. Ça n'est pas une puissance. Voilà, alors bien sûr, par symétrie, on peut faire le même travail pour la loi de grand X égale à yj. De grand X conditionné par y égale à yj. Alors maintenant qu'on a déterminé la loi de ces nouvelles variables, grand X conditionné par y ou l'inverse, x conditionné par y, rien ne nous empêche de trouver l'espérance de l'une des deux. En l'occurrence, par exemple, l'espérance de grand X conditionné par y égale à yj. Dans ce cas-là, on parle d'une espérance conditionnelle. Et ça, c'est nouveau par rapport à la partie statistique. On nous parlait du moins, ça va être assez général par la suite. Bien, alors on va la chercher. Alors, on a espérance de quelque chose. Il faut faire très attention. On n'a pas besoin d'apprendre les formules, il faut juste être logique. Espérance de quelque chose. Alors, dans le cas discret, nous savons que l'espérance est une somme. Donc, on écrit somme. Somme de quoi? Somme d'une valeur de ce quelque chose. Or, ce quelque chose étant grand X conditionné par y égale à yj, une valeur de cette variable, ça n'est rien d'autre que xi. Donc, somme des xi, probabilité que grand X conditionné par y égale à yj que multiplie au point xi, ça n'est rien d'autre que la loi qu'on vient de trouver. Voilà donc comment on peut déterminer l'espérance. Une petite remarque qu'on pourrait faire, c'est qu'il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'étudier toutes les variables aléatoires conditionnelles. En général, si on sait en faire une, on saura en faire les autres aussi. Deuxième remarque, c'est que comme on fait la somme, par exemple dans l'espérance qu'on vient de donner, comme on fait la somme par rapport à i, on comprend que tout ce qui est i va disparaître. Et que donc il ne restera que les j, s'il y en a.
Autrement dit, que l'espérance qu'on vient de calculer, ben, ce sera une certaine fonction de YJ. Et ça peut avoir son importance, on le verra dans le cas continu. On arrive au but final de cette étude, rappelez-vous, c'était de faire émerger une certaine dépendance entre les variables aléatoires x et y. Alors pour trouver la relation, le théorème qui va nous permettre, le résultat qui va nous permettre de trouver un critère pour savoir si deux variables sont indépendantes entre elles, ben, il suffit de remarquer une chose, c'est que si x était indépendant de y, la loi de x conditionnée par y ben, serait la même que celle de x, parce que y n'apporterait aucune information par rapport à x. Et partant de là, on déduit donc le théorème suivant, qui dit que deux variables aléatoires, x et y, sont indépendantes, si et seulement si la loi de probabilité conjointe PIJ est égale à la loi de probabilité PI point, c'est-à-dire la loi de x, que multiplie la loi de y, c'est-à-dire P point J. En fait, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans PJ, je pourrais séparer I et J. Tout ce qui est I et tout ce qui est J. Mais attention, ça n'est pas tout. Il y a aussi le domaine. Parce que ça doit se faire quel que soit le couple IJ. Et donc là aussi, les domaines de variation de I ne doivent pas dépendre du domaine de variation de J. Voilà, avec ce résultat, on clôture cette étude. On n'a pas en fait terminé tout à fait l'étude du cas discret. On va y revenir par la suite pour certains points précis, mais ces points-là, ce sera quand on pourra faire les deux. Le cas continu, c'est en fait des points communs au cas continu et au cas discret, et donc on ne va pas les faire deux fois. Alors pour étayer le travail qu'on vient de faire, la prochaine fois, nous allons faire ce qu'on appelle un exemple d'application. Ça nous permettra donc d'appliquer les quelques formules que nous avons mises au point. Et pour essayer, donc, bien sûr, ce sera un exercice d'application qui sera donc relativement simple, mais dans la série d'exercices, il y aura des problèmes autrement plus compliqués. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci.